Les amis, ça va être l'heure. On parle de champion, on va en recevoir un. Et je peux vous dire que là, on a un très très grand champion, peut-être un des plus grands athlètes français qu'on va recevoir tout de suite. C'est Kevin Mayer qui est dans Popcorn. Couronné d'une médaille de champion du monde aux États-Unis le 25 juin dernier, détenteur du record du monde, 25 juillet pardon, depuis 2018. Kevin, merci énormément d'être là. Avec grand plaisir. Honnêtement, c'est vrai que c'est un plaisir absolu pour un bon plateau de fans de sport aussi ici. Et c'est vrai qu'on te suit dans toutes les compétitions. Je t'ai entendu. Elle a rien dit, mais tu l'as entendu, je te jure. Ça a parlé, j'ai vu. ça a parlé de loin. Mais c'est vrai que, déjà, c'est un plaisir. Comment tu vas, toi ? Bah, moi, ça va super bien. Je suis en vacances, donc là, je profite vraiment comme il faut. Je me repose surtout. Bah, tu m'étonnes, parce que c'est vrai que ces championnats du monde, j'ai pu voir il y a 2 ans, donc du coup, tu tapes 9126 points, pardon. C'est ça. Là, on t'a senti justement où, moi pour être honnête, je t'ai vraiment découvert il y a 3-4 ans, justement avec tes documentaires. Je trouve ça très très cool sur YouTube parce qu'en fait pour moi, tu es un champion français énorme. On te voit sur les grandes compétitions et sur le restant des moments, j'ai pas eu le temps de bien pouvoir te découvrir, bien pouvoir te connaître. Donc pouvoir être un peu dans ton quotidien, j'ai trouvé ça absolument génial parce que pour moi en fait, t'es quelqu'un qui... t'es un ingénieur de ton corps, c'est-à-dire que t'optimises toutes tes performances, tout ton corps pour pouvoir réussir à être performant dans le décathlon, c'est 10 disciplines. C'est honnêtement, je crois, le truc où je suis le plus admiratif, en tout cas dans le sport. Bah, ça fait plaisir, merci. Ouais, non, le décathlon, c'est quelque chose qui est difficile, mais en même temps tellement intéressant parce que tu fais 10 sports, c'est 10 techniques à maîtriser. Et le plus dur, en fait, c'est de trouver le juste milieu entre le fait de s'entraîner beaucoup et de ne pas se blesser parce que tu as 10 épreuves à travailler, 10 fois plus de travail si tu veux atteindre le niveau des mecs qui font une seule épreuve. Donc tu passes ton temps à réfléchir comme un taré pour que ton corps soit le plus relâché possible, mais aussi pour maîtriser les 10 techniques. Parce que quand tu fais un décathlon, tu maîtrises moins bien la technique et dès que tu t'en foires une, c'est fini. J'en fais qu'un dans l'année, donc je peux foirer. Il y a 10 fois de chance de rater, donc c'est vraiment... Mais c'est ça qui est énorme, quoi. C'est qu'on joue tout notre va-tout sur une compétition. Moi, je suis curieux un peu de comprendre, Kevin, comment ça s'est passé un peu dans ton parcours. J'ai cru comprendre, justement, tu as pratiqué beaucoup de sport étant jeune. Qu'est-ce qui a fait, parce que c'est vrai que le décathlon, qui n'est pas un sport non plus hyper populaire, qu'est-ce qui a fait justement que tu te dis, OK, j'aime bien le basket, j'aime bien machin, OK, je vais me mettre à l'athlétisme et au décathlon. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce choix ? En fait, dans ma jeunesse, j'ai toujours adoré faire plein de choses, mais jamais réussi vraiment à approfondir. Parce que je m'ennuyais dès que je répétais trop les choses. D'accord. Et je suis arrivé à l'athlétisme, et là, on te fait essayer de tout et tout. Et tu sais, t'as tous tes potes qui se spécialisent dans un truc qu'ils aiment bien, et toi, tu fais toutes les compètes de tout, en fait. Jusqu'au moment où il y a un coach de décathlon qui m'a trouvé et qui m'a amené sur c'est un octathlon, c'est 8 épreuves quand t'es jeune. Et là, mais en fait, c'était le kiff. J'ai adoré l'enchaînement des trucs. Ouais, non, mais c'est vraiment la richesse du truc. Et en fait, le truc, tu vas à l'entraînement et tu fais la même épreuve qu'une fois dans la semaine. Et t'en fais 10 dans la semaine. Donc en fait, à aucun moment t'es lassé vraiment du geste parce que limite, t'as l'impression de pas avoir assez le temps de le répéter pour vraiment le maîtriser. Comment ça se passe justement sur le côté entraînement ? Je pourrais comprendre qu'à chaque fois, t'avais pas non plus des programmes au mois, que ça se faisait beaucoup aussi au feeling de ton corps. Tu t'écoutes beaucoup le corps. Est-ce qu'il y a genre une discipline qui te gave un peu à s'entraîner, tu vois, parce que c'est la vas-y. Le 1500 mètres, vous l'avez senti, ouais. 1500. Non, c'est la dernière épreuve, c'est le 1500 mètres. C'est une épreuve de résistance en fait. Et il faut savoir que toutes les autres épreuves, c'est des épreuves d'explosivité. Quand on travaille l'explosivité, c'est pas bon pour la résistance et inversement. Donc en fait, c'est quoi que tu entends par explosivité ? L'explosivité, c'est faire un geste le plus rapidement possible. La résistance, c'est faire un geste beaucoup moins fort, mais essayer de le répéter pendant longtemps. Donc le 1500 mètres, c'est de l'endurance. Le sprint, c'est l'expression physique pure à 100%. Et donc, en fait, les deux sont antinomiques. Si tu en travailles un, tu régresses dans l'autre. Donc, il y a 9 épreuves explosives dans le décathlon. Il y en a une de résistance. Donc, en gros, c'est la dernière épreuve du décathlon. Et clairement, on va au suicide, quoi, parce qu'on ne s'est pas entraîné pour, on n'est pas confiant dessus. Donc, si tu dois jouer ta médaille sur le 1500 mètres, autant te dire que la pression que tu as avant, c'est la cata, parce que tu sais même pas ce que tu vaux, en fait.
Parce que pour expliquer aux gens, c'est vrai que c'est un fonctionnement assez particulier. Donc du coup, en fonction de la performance dans chacune des épreuves, donc du coup, tu vas gagner un certain nombre de points. Ces points, donc du coup, qui sont additionnés, d'où le record mondial, tout simplement, que tu as fixé. Quel boss. Excuse-moi, mais c'est vrai que non, mais c'est quand même impressionnant. 9126 points. Mais c'est vrai que c'est un des seuls sports où quand tu connais pas de l'extérieur, tu es un peu en mode ok, alors il se passe quoi? C'est en 2 jours, c'est bien ça? Ouais, c'est en 2 jours. 10 épreuves en 2 jours d'athlétisme. Moi, j'avais une question aussi parce que du coup, tu dis c'est 2 jours. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose que tu expliques très bien quand tu entends les interviews, c'est le rapport du corps et de l'esprit, tu vois. Et notamment de ton rapport peut-être au stress, à la fatigue et aussi à l'écoute de ton corps. Quand tu es sur une épreuve qui dure 2 jours, comment est-ce que tu gères ce stress-là sur 2 jours entre chaque épreuve où finalement tu as fini un concours de perche et tu dois réenchaîner sur du javelot, du disque derrière? En fait, c'est le souci du décathlon. En fait, si tu additionnes en fait, le temps de sport que tu fais dans les 2 jours, c'est 12 minutes. C'est rien. Mais en fait, c'est la fatigue nerveuse d'enchaîner les épreuves. Parce que peu importe si tu réussis une épreuve ou que tu la rates, en fait, tu as une fatigue nerveuse qui va avec le contentement de l'épreuve ou la déception de l'épreuve. Et en fait, tu pars sur une autre épreuve. Par exemple, quand tu fais le 110 mètres et que tu passes sur du disque, c'est pas la même technique, c'est pas pareil. Il y a un moment où il faut réussir à se déconcentrer, oublier sa déception et repartir sur une autre épreuve qui n'a rien à voir. Et en fait, des fois, tu as des trous de mémoire sur l'épreuve, ce qui m'est arrivé à Eugene au poids, où je rentre dans le cercle de poids et je ne savais plus lancer le poids. Je fais 2 mètres de moins que mon record, je rentre dans une dépression immense pendant 3 heures, même au début du saut en hauteur, j'avais plus envie, et genre je faisais mes sauts, ça passait je sais pas comment, et enfin voilà, et c'est ce qui est plus dur dans le décathlon, c'est d'enchaîner les épreuves vraiment. Et ce qui était rigolo, c'était que je revoyais les images notamment du championnat du monde où tu discutais avec l'entraîneur de Renaud Lavillenie et tu lui dis ouais, le sol à perche, j'ai les jambes au coton et tout, et il te dit on s'en branle. Il est énorme ce coach. Dit, on s'en branle. En fait, en mode, il t'a recadré en mode gars, en fait, je m'en fous de tes états d'âme, juste tu mets plus de vélocité sur tes premiers pas et ça va mieux se passer. Et au final, tu claques une bonne perf derrière. C'était vraiment trop stylé. Ouais, c'est ça qui est énorme. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a tellement d'états de pression qui montent tout au long de l'année parce que tu prépares un événement. Clairement, ton entraînement, c'est pour un événement. Tu joues tout là-dessus. Et tellement il y a eu de pression, tellement tu n'as plus aucun recul sur rien. Donc en fait, les mecs là, et c'est pour ça qu'il est incroyable ce coach, c'est que tu vois, quand tu commences à partir dans un délire qui est nul et que ça va pas du tout avec la réalité, le gros on s'en branle, mais il te remet dedans, mais vraiment comme il faut, quoi. Et ça aide vachement après pour justement se remettre dans le moment présent et arrêter de tu prends du recul. Ouais, complètement. Moi, j'avais une question. Je suis tout à fait conscient de l'énorme champion que tu es et des choses que tu as fait. Donc, c'est une question qui n'est pas du tout manque de respect ou quoi. C'est juste par rapport aux autres sports. Par exemple, quelqu'un qui est très fort au foot, il est excellent au foot. Un sportif pro dans un sport de combat, il est très fort dans ça. En fait, le décathlon, j'ai le sentiment, tu es super fort dans plein de trucs, mais tu n'es pas le numéro 1 de quel que soit d'aucun des 10 sports, en fait. Je suis moyen partout. Et pour un athlète comme ça, de pouvoir dire je suis trop fort sur 10 sports, mais je suis le numéro 1 nulle part, il n'y a pas un côté peut-être un peu frustrant ou bizarre à vivre? Non, parce que tu as la reconnaissance des autres athlètes. Parce que quand tu as un sauteur à la perche qui a essayé le lancer de poids et qui fait la moitié de ce que tu fais toi, quand tu as un sauteur en hauteur qui essaye le 400 mètres, ils se rendent compte que faire plusieurs épreuves, vraiment, le corps, il doit s'adapter à l'épreuve. Et genre, quand tu vois le physique des lanceurs de poids et que tu vois le physique des lanceurs des sauteurs en hauteur, puis le physique des sprinters, c'est tout antinomique, en fait. Ouais. Tu te rends compte que c'est pas la même masse musculaire, c'est pas les mêmes fibres musculaires, etc. Et donc, à ce moment-là, il y a un énorme respect vis-à-vis des spécialistes pour les décathloniens, où ils sont là et ils ont essayé de faire un décathlon. Ouais. Renaud Lavillenie a essayé de faire un décathlon. Et à partir de là, il y a un vrai état de respect. Il a compris. Du coup, pour l'ego du décathlonien, franchement, c'est plutôt pas mal. Ouais, parce que tu dis moyen man, c'est du moyen man. Par rapport à un spécialiste, bien sûr. Je peux pas rentrer en finale de championnat du monde, même de championnat d'Europe. Je lisais, je crois, sur un commentaire du résumé de ton championnat du monde de France TV qui disait qu'en gros, pour faire le record du monde donc, du coup, que tu as fait, il faut 70% des performances des records de chacun des sports. Donc, c'est-à-dire, et là, par exemple, au championnat du monde, je crois que tu étais genre à 68%. Ce qui veut dire que, comme tu dis, c'est-à-dire qu'un lancer de poids, tu es bâti pour justement pouvoir lancer du poids en boucle, ton corps est fait pour ça, etc. Ce qui rend le truc assez impressionnant. Et je crois que même toi, et je trouve que ça apporte aussi une certaine dimension à suivre le décathlon, parce que toi, je crois qu'au dernier championnat du monde, sur les 10 disciplines, tu en gagnes 2. Enfin, je crois. Même pas. Si, perche et javelot. Ouais, je crois que c'est ça, perche et javelot. Et donc, du coup, c'est ensuite comment se placer par rapport peut-être à quelqu'un qui va être bien meilleur, justement, en 100 mètres. Bon, toi, tu vas pouvoir au disque ou autre aller chercher un peu plus. Et cet équilibre, et derrière, qui se ressent un peu, j'imagine, sur ton corps. Parce que pour se préparer à être au max
à tous les niveaux, c'est énorme, c'est monstrueux. Mais c'est ça qui crée la bonne ambiance en fait dans le décathlon. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a en fait, dans le décathlon, tu te bats beaucoup plus contre toi-même que contre les autres en fait. Parce que déjà, c'est 2 jours de sport intensif, donc à la fin, au milieu même, t'es cramé. Donc tu te bats, tu essayes de te transcender, tu essayes de trouver l'euphorie pour réussir à continuer, etc. Et en fait, au fur et à mesure de la douleur, tu te rends compte que tu peux pas rester dans ton coin et voir les autres comme des adversaires. Et c'est pour ça qu'en fait, on devient tous potes. Parce que chacun a ses points forts. C'est pas parce que tu te fais défoncer au 100 mètres que tu vas pas le fumer au poids, etc. Donc chacun a ses moyens d'expression, etc. Et du coup, en fait, ça fait que la conversation entre les décathloniens, en même temps, on passe 2 jours ensemble dans les chambres de repos, etc. Ça crée une ambiance de dingue. Et c'est pour ça qu'à la fin du 1500 mètres, normalement, c'est que les 3 premiers qui ont droit à un tour d'honneur. Et les décathloniens, on réserve ça pour eux. Ils peuvent tous faire le tour d'honneur parce que finir un décathlon en soi, c'est une victoire. Ouais, c'est un peu l'esprit, on est dans la même galère ensemble. Exactement. C'est un peu marathonien, quoi, un peu. En fait, au début, tu te bats. Il y a des regards d'adversaires, etc. C'est bon enfant, mais on est tous potes. Mais bien sûr qu'on se regarde, bien sûr qu'on a envie de se fumer. C'est normal, c'est notre compétition. Mais au fur et à mesure de la douleur du décathlon, tu sens qu'il y a de plus en plus de discussions en fait, entre les épreuves, même entre les essais. Tu es là, il y a tout le monde qui discute, qui déconne, etc. Parce qu'en fait, tu as juste besoin de te sortir de ton état nerveux, de fatigue, etc. Ouais, t'as 4 heures d'attente avant la prochaine épreuve. Je t'entendais pas mal parler de l'importance que ça a été dans ta carrière de t'entourer, notamment avec ton frère, etc. Et j'étais curieux de savoir comment ça s'est passé, cette structure autour de toi pour pouvoir, toi, te concentrer uniquement sur ton corps et tes perfs. Dans le monde du sport, il y a quand même un côté dark où il y a des gens qui veulent profiter de toi pour faire de l'argent, pour se mettre en avant, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Franchement, c'est de la chance. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui savaient que l'entourage était primordial pour le sport en général, mais pour le sport de haut niveau et tout. Et c'est vrai que ça a été le fondement un peu de ma carrière, c'est qu'à chaque fois, je cherchais le meilleur dans chacune des choses où moi, j'étais pas fort. C'est-à-dire que j'y connais rien en droit. Je vais chercher l'avocate de Teddy Riner, quoi. Non, mais voilà, c'est très nul en droit, en réalité. En attaché de presse, c'est pareil. J'ai pris celle qu'on me conseillait, la meilleure. Et puis après, quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai eu le grand frère du décathlon parfait, qui est Romain Barras, qui est très intelligent, qui est champion d'Europe du décathlon, qui m'a tout conseillé, qui m'a présenté toutes les bonnes personnes, etc. Donc, c'est des rencontres, mais il faut écouter les bonnes personnes par contre. Parce que tu en as qui te conseillent, il faut savoir qui prendre et tout. Et c'est pour ça que moi j'aime m'entourer. Mon coach, c'est mon meilleur ami. Mon manager, c'est mon frère. Et ma kiné, c'est ma copine. Donc t'as plus confiance en ceux que tu connais vraiment qu'aux autres. Ouais, tu m'étonnes. Puis c'est aussi justement un suivi. Justement, t'as besoin d'un cocon dans les moments. Il y a eu des moments de blessure, justement, de doute, etc. Où tu as besoin, j'imagine, d'un accompagnement fort, quoi. Ouais, je parle du gouffre du 1500 mètres. Tu vois, juste avant le gouffre du 1500 mètres, j'étais sur la table de kiné, il y avait ma copine qui me tenait la main et j'avais mon meilleur ami et mon frère à côté, quoi. Ça, c'est des trucs que peu d'athlètes ont et que j'ai réussi à construire. Et ça, c'est une des plus grosses fiertés parce que c'est cool de vivre ces moments. Alors quand tu les partages avec tes proches et tout, et dans l'envers du décor, c'est incroyable. Justement, dans ce côté envers du décor, j'étais un peu curieux aussi de savoir, d'un point de vue fédération, d'un point de vue soutien, etc., pour les athlètes français, pour toi, maintenant, justement, tu es au sommet. Comment ça s'est passé dans une des disciplines, en plus, encore une fois, décathlon qui est connu, mais que tu as aussi énormément mis en lumière quand même. Est-ce qu'il y a un soutien fort? C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'athlétisme en France, où on aurait aimé que ça aille plus loin, que les athlètes performent plus, mais pour qu'ils performent plus, il faut qu'ils soient aussi accompagnés pour. Il y a des aides, mais après, c'est pas comme dans une fédération de sport d'équipe. C'est-à-dire que c'est différent. Si c'est l'athlète qui se crée quand même sa carrière, c'est le principe de la fédé, c'est d'avoir un rôle secondaire où on t'accompagne selon tes besoins, etc. Mais bien sûr, faut prouver ton niveau avant ça. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que je pense qu'il n'y a pas de budget pour ceux qui ont du potentiel, mais qui n'ont pas encore prouvé leur valeur. Et c'est là que je pense que ça pêche un petit peu. Mais en général, moi, j'ai jamais eu à me plaindre, même quand je faisais pas les résultats que je fais aujourd'hui. Ouais, tu as quand même pu être soutenu. Zach, tu avais une question, pardon.
C'était cette question. Ah bah, J'avais demandé au niveau de la fédération quand tu étais jeune comment c'était développé. Bah, justement, moi je me souviens de voir un documentaire de Romain Barras, tu vois, au lendemain où il fait 5e en 2008, je crois, et où on te voit en stage avec lui et tout. Et du coup, il t'a un peu pris sous son aile, comme tu expliquais. Toi aussi, justement, tu mets en place des choses avec des jeunes pour populariser le décathlon, pour expliquer ce que c'est. Est-ce que tu arrives toi aussi à trouver des jeunes, ou en tout cas, tu vois que ça monte et tu arrives aussi à les conseiller un peu comme l'a fait Romain Barras avec toi? Bah, chaque personne cherche un combat, et moi, c'est vraiment le combat que je me suis donné avec mon frère en 2018, après mon record du monde. On a créé l'événement qui s'appelle la Maillard Experience, où la première fois c'était à Saint-Jean-de-Mont, sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. En fait, on part du principe que le décathlon, quand tu l'entends, vos premières réactions, c'est que il y a que l'élite qui peut le faire parce que ça paraît hyper compliqué. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est montrer au grand public que chacun peut le pratiquer à son niveau. Et donc, je le sors des stades et je l'amène sur les places des villes, sur la plage, etc. Et 200 personnes qui n'ont jamais fait d'athlétisme pratiquent l'athlétisme pendant une journée, font un vrai décathlon avec un système de cotation qui est adapté, bien sûr, comme ça. Et ils ont un certain nombre de points. Et comme c'est adapté, on fait certains trucs. Des fois, on essaye de leur faire battre mon record du monde avec l'adaptation quand on commence l'athlé et tout. Donc, non, c'est des moments incroyables qui sont malheureusement très fatigants pour moi parce que j'arrive pas à être à demi-mesure quand je le fais. Je fais à peu près 100 démonstrations comme ça dans la journée, donc je suis au bout du rouleau et ça va pas trop avec ma carrière en fait. Ouais, tu m'étonnes. Ce choix, j'imagine aussi on voit qu'il y a une volonté justement sur YouTube de partager plus ça, de partager ta passion, ton sport, quoi. On voit que c'est hyper important pour toi. Je voyais typiquement sur ton débrief des JO de Tokyo où tu n'avais pas eu les droits des images, par exemple, pour pouvoir débrief. Tu as envie de pousser plus justement vers ça, vers le lien peut-être avec les gens aussi, le développer, parce que c'est compliqué d'allier tout avec la perf. Moi, mon but, c'est clairement, je me suis rendu compte du poids de parole que j'avais à chaque fois que je faisais un événement et une médaille. Et à chaque fois que je fais une médaille, je sens que mon pouvoir de parole, entre guillemets, il augmente. Et je veux vraiment l'utiliser pour ça, pour montrer qu'à travers le sport, j'ai appris des choses. J'ai grandi en tant que sportif, mais aussi en tant qu'humain. Que pratiquer le sport, c'est quelque chose vraiment et surtout le décathlon, qui nous donne des valeurs et qui nous font approfondir. On va tellement au bout de nous-mêmes, en fait, qu'on se découvre soi-même. Et tout cet apprentissage, j'aimerais le faire découvrir au plus de monde possible. Bien sûr, je me tourne beaucoup vers la jeunesse parce que c'est l'avenir, tout simplement. Et les problèmes qu'on a en ce moment avec les Jeux, où on dit qu'on n'est pas prêt, que Macron annonce 80 médailles, mais que c'est pas réalisable, etc. Moi, j'aimerais vraiment faire comprendre au grand public français que si on veut plus de médailles un jour, il faut être une nation de sport. On ne l'est pas encore parce qu'à l'école, on n'apprend tout simplement pas l'esprit sportif comme on devrait l'apprendre si on veut des médailles. Après, c'est très beau de dire aux élèves non, vous n'aurez jamais moins de 10 à l'école au sport, parce qu'on ne veut pas dénigrer ceux qui ne sont pas bons en sport, etc. Ah, moi, j'avais moins de 10. Oui, mais maintenant, ils ont fait des lois comme quoi il ne fallait pas dénigrer ceux qui n'y arrivaient pas en sport, etc. Et moi, franchement, c'est super bien pour l'intégration, etc. Mais ça ne va pas du tout avec l'esprit de faire des médailles. Donc en fait, moi, quand il y a un président qui dit qu'on veut 80 médailles, mais qu'à côté, à l'école, on ne pousse pas l'esprit, en fait, on ne pousse pas les enfants à se dire « Tiens, je vais pouvoir briller dans la société grâce au sport ». C'est beaucoup plus utile d'avoir 20 en maths que d'avoir 20 en sport, en fait. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi ce truc-là, un peu comme tu dis. Là, j'ai vu qu'il y avait le 30 minutes par jour de sport qui essaye d'être mis. Justement, je crois que ça, c'est les. Grâce à Paris 2024. Paris 2024 qui essaye de pousser ça de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est réussir à ne pas dénigrer ceux qui sont mauvais, tout en permettant à ceux qui sont bons de pouvoir peut-être cravacher. De briller à travers ça, en fait. Ça. Mais moi, j'ai une question, du coup, parce que je fais partie de ces gens qui étaient vraiment pas bons du tout en sport à l'école. Tu ferais comment, toi, pour revaloriser le sport à l'école comme ça et donner envie aux jeunes de se mettre là-dedans? Déjà, tout simplement, je ferais beaucoup plus d'heures de sport. Mais ça va même... J'ai envie de voter pour toi. Okay. je ferais plus d'heures de sport. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais bon, on a beaucoup d'heures de maths et il y en a qui n'aiment pas ça aussi. Je veux dire, pour que chacun s'y retrouve et qu'on veuille être une nation du sport, un peu comme ils ont envie de l'être grâce aux JO de Paris 2024, il faudrait que les jeunes puissent s'émanciper à travers le sport à l'école. En fait, ça élargit tellement la probabilité d'avoir des champions plus tard que c'est le moyen d'avoir des médailles. Mais encore une fois, ce serait une politique pour avoir des médailles. Si on veut pas de médailles, il n'y a pas de souci, on continue comme ça, quoi. Enfin... Et tu penses que ça passe près de nous on est justement, on suit pas mal le sport avec Zach et Rive aussi, etc.
de notre œil, il y avait un peu aussi une impression, ouais, il y avait quand même beaucoup d'histoires qui ont tourné autour des athlètes, où justement il n'y a pas un suivi justement suffisamment fort, etc. C'est vrai que parfois on compare des infrastructures, que ce soit aux États-Unis, où les mecs sont à la pointe, etc. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, honnêtement, d'aller à l'INSEP. C'est super cool, mais on est quand même dans des trucs parfois un peu vieillissants. C'est-à-dire que tu sens que c'est pas la pointe de la technologie, où il y a un budget de malade chaque année, et que du coup, tout le monde essaye de faire de son mieux pour tirer les gens vers le haut. Mais ouais, est-ce qu'il n'y a pas un truc global aussi, justement, qui... C'est un manque de vision sportive en France, quoi. Le système américain, il est super, mais il faut savoir que ça vient du secteur privé. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer des universités où il y a tellement de prestige à y avoir participé que quand les mecs réussissent et font fortune, ils reversent de l'argent à l'université qui est utilisé après pour les infrastructures, etc., pour le Hall of Fame de l'université. En fait, c'est ça quand je dis briller dans la société. En fait, dans la société française, tu ne brilles que quand tu es champion du monde senior et que tu commences à devenir, entre guillemets, une légende, c'est-à-dire que tu as marqué le sport français. Et en fait, aux États-Unis, tu commences dès le collège, quoi. Quand tu représentes ton collège. Ouais. Avec les championnats de basket universitaires, exactement. ils sont suivis, mais ils sont plus suivis que l'Euroleague, etc. Ils sont suivis à un niveau super. Ah ouais, élevé. c'est impressionnant dans les stades sont blindés. Champion départemental de cross. Beansport, ils le mettent, l'université du basket. Donc même Beansport, une chaîne française, s'est mis à mettre les championnats universitaires des USA. Donc c'est quelque chose. C'est un prestige de dingue, quoi, de faire du sport là-bas. Non, mais je pense en tout cas, ouais, c'est bien que tu en aies plus que pris conscience et justement que tu pousses à ça, parce que c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Hein, c'est le souci aussi, justement, je pense, de l'athlétisme. Hein. T'es le 10e meilleur sprinter mondial. Bon, pour les gens, entre guillemets, t'es en mode, il n'y a pas de médaille là, frérot. Donc, c'est parfois un peu le souci. Et les gens ont tendance un peu à être durs. Je sais que nous, avec Rive ou autre, on essaye aussi parfois de dire, vous vous rendez pas compte à quel point déjà d'être qualifié au JO, la performance athlétique ça peut que être c'est. un rêve en soi. Qui est, mais ça... non, vraiment. Mais de fou. Moi, c'était mon rêve de jeune. Hein. Quand j'ai vu à la télé les JO, je me suis dit, si je les fais un jour, si je participe à cette atmosphère de dingue. Trop cool. Bah, tu nous dis ça dans 2 ans, JO à Paris 2024. Oh là là. Ah, frisson. Hein. Comment tu prépares ça? C'est quoi tes next steps justement pour toi? Parce que c'est vrai que c'est le moment d'une vie, quoi. En termes sportifs, ça va être pareil. Hein. Ça va pas changer la préparation, mais en fait, il faut bien se rendre compte que à chaque fois que je vais quelque part, on me parle de Paris 2024. Ouais. Donc je sais que ça va pas être la même pression. En fait, j'essaie en fait de jeter cette pression du résultat et de penser plutôt à l'instant présent du futur. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que le moment où je rentrerai dans le Stade de France, que je serai devant mes starting blocks avec 80 000 Français dans le stade, quoi. Soyez 80 000, s'il vous plaît. Venez. Si la moitié vite, ce sera pas pareil. Ça n'a pas marché de fou, Kevin. Désolé, il y a 5 000 personnes. Là. Non, mais j'ai vécu Londres. Les JO de Londres en 2012 où à chaque fois qu'il y avait un Anglais qui rentrait dans le stade, mais genre ça te pétait les tympans. Et je me suis dit, mais si un jour je vis ça, mais c'est incroyable. Et puis là, on chope Paris. J'ai fait, ça peut être incroyable. Les championnats du monde à Paris qui étaient en 2003 étaient juste fous. Donc, ça apporte un. Est-ce que justement, t'as pas peur de ça, le fait que ce soit à Paris? On va te demander, on va énormément te solliciter parce que, comme on dit, faire de lanceux de l'athlétisme français, etc. Beaucoup, j'imagine, de sollicitations. Il va falloir réussir aussi à rester concentré pendant toute la. Il faut faire la taupe. Je reste chez moi et je réponds plus, c'est tout. C'est pour ça que je suis bien entouré. En fait, moi, le fait de bien être entouré quand tu es sportif, en fait, c'est que tu ne peux te concentrer que sur ta performance. Tous les appels, etc., c'est pas moi qui les reçois. C'est mon frère, c'est mon avocate, c'est mon attaché de presse. Et il n'y a rien qui remonte à moi. Et si je dis que pendant 2 mois avant les JO de Paris, je ne veux rien recevoir, mais je ne reçois rien. De toute façon, je pense que les médias seront beaucoup plus contents de m'interviewer après une médaille que de me voir me blesser au 100 mètres avec beaucoup d'interviews avant, je pense. Clairement. Si, clairement. Mais non, mais écoute, Kevin, merci beaucoup d'être passé. Merci. Merci. Bien sûr. J'ai une dernière question qui ne parle pas de sport, mais j'ai vu sur ta chaîne YouTube que tu es parti avec la WWF pour aller voir les baleines. Et nous, aux The Event, justement, l'une des associations pour laquelle on a récolté des sous, c'était... C'est vrai? Bien sûr. Ah ouais? Chaque année. Le boss. Trop bien. Tu suis un peu... C'est la seule fois que je regarde Twitch, c'est pour le Z Event. Mon petit frère est assez fan de tout ça, il regarde l'émission à fond aussi, donc je regarde le Z Event. Ça trop cool, trop chouette. Merci. Donc j'ai vu que tu étais parti voir les baleines avec la WWF, et en fait sur YouTube tu partages plein d'autres passions, c'est trop cool. Ouais, mais en fait, je suis un décathlonien dans la vie. En fait, je sais pas ce que je vais faire après ma carrière, mais ça va vraiment être la cata parce qu'il va falloir choisir quelque chose. Mais va faire de la peinture, de la musique. C'est ça. La terre cuite. Je veux dire, quand j'ai eu le Covid pendant 5 jours, j'ai fait des maquettes. Enfin, j'ai trop de passion, dont l'écologie, la mer et les animaux. Donc, c'était vraiment sympa.
En fait, ils nous ont vraiment expliqué qu'il y avait un énorme problème avec les chalutiers en mer Méditerranée. Il y avait des impacts avec les baleines et ça réduisait la communauté, mais à une allure incroyable. Et du coup, on allait étudier le rythme à laquelle elle plongeait, elle ressortait, etc. pour voir comment ça se fait qu'elle se faisait percuter à chaque fois comme ça. Vous leur avez posé des balises dessus et tout. J'ai vu, ça devait être super impressionnant quand on voyait l'ombre à côté du tout petit bateau là. T'as le Zodiac comme ça et t'as la baleine qui est comme ça. C'est des moments, on a vu des cachalots, on a vu des trucs, c'était incroyable. Et puis on était avec un mec qui avait fait toutes les plongées avec Cousteau et tout, donc il nous a raconté des anecdotes incroyables. Franchement, c'était c'est dingue. Mon passionnant ça met sur Twitter Kevin Mayer dans Popcorn. J'espère juste que ça permettra à un peu plus de personnes de le découvrir. Il est vraiment incroyable. Si des gens le connaissent pas encore, c'est que il faut regarder, il faut soutenir. Tu parlais de tes passions juste avant, on m'a dit ça joue à TFT toi. Ouais, j'ai un petit frère qui est extrême geek, qui est très fort à LoL, etc. Donc moi LoL, j'ai pas voulu m'y mettre parce que je suis quand même sportif de niveau, faut que j'ai une vie. Mais bon choix, Kevin. Commence pas maintenant. Je suis du genre à vraiment si je trouve. Il y a Paris 2024 dans 2 ans. Attends. Après. Quand j'ai découvert Apex, déjà c'était limite, donc j'y suis allé mollo. Mais TFT c'est bien, tu vois, parce que c'est pas trop prenant, c'est un peu un jeu d'échecs. Et avant les compètes, ça m'a bien sorti du truc. Bon, franchement, j'avoue que mes compos étaient vraiment dégueulasses. Je me suis fait un peu coacher par mon petit frère et tout, mais non, c'est cool. Ouais. Je crois qu'il y a Clément qui lui disait que tu regardes One Piece aussi. Ouais, je regarde One Piece, Naruto et Demon Slayer. Oh là là, de très très bonnes rêves. Non, mais les gens sont comme des fous. Mais c'est vrai que c'est ça qui est cool aussi avec cette génération de sportifs, c'est que forcément il y a des centres d'intérêt qui sont communs. Et c'est vrai que je voyais dans le reportage, je te voyais faire des échecs, hop, boum, petite planche à voile, tac, tac. On sent que t'as besoin de faire des trucs, t'as besoin de bouger et un petit TFT au milieu de ça. Ça fait toujours plaisir. Vraiment génial l'interview de Kevin Mayer, passionnant tout le long. Honnêtement, un vrai plaisir. Si jamais, donc du coup, vous voulez participer, Kevin Mayer Expérience, 24 septembre à Charletti. Si jamais vous voulez aller lancer un petit javelot. Je crois que Rive, en plus, il y avait un moment où il y avait un petit donation goal avec Kevin Mayer. L'année dernière. On avait un donation goal l'année dernière avec toi et j'avais vu avec ton frère du coup pour qu'on puisse faire un truc ensemble. Et il a plu tout le long, mais évidemment, ça reste toujours, si jamais t'as un temps pour qu'on s'organise ça. Avec grand plaisir. Et du coup, les ZDVN, t'es à Montpellier chaque année. Vers Montpellier, exact. Si l'année prochaine, vous voulez faire de l'athlé sur le stade, il n'y a pas de souci. Let's go. Ou le col. C'est con, Kevin. Avec grand plaisir. On aura d'autres chances. Non, mais trop bien. C'est noté. À l'ancienne, il y avait Squeezie, il devait faire des vidéos un peu en mode je teste les sports. Et tu avais fait une vidéo avec lui. C'était la seule, je crois, de la série. On avait fait la vidéo. Tu l'as dégoûté du. Non, franchement, il était pas mal. Il avait progressé hyper vite. Il avait sauté plus de 6 mètres en longueur et tout. Franchement, c'était vraiment fort. Okay. Franchement, il m'avait impressionné. L'expérience VIP, quoi. Écoute, Kevin, très bonne soirée à toi. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était trop cool. Merci énormément. Il est à 2 doigts de lancer une chaîne Twitch. Ça me fume MDR. Le petit frère. Je pense que le petit frère est. Le petit frère, on va la lancer. Let's go. Juste après, on va avoir Pépé. Kevin, pardon. C'est toujours le moment un peu sad. Je m'en vais. En fait, non, à chaque fois, non, c'est trop dur. Pas d'article, pas d'article. Merci beaucoup, Kevin. Un vrai plaisir, honnêtement. Un immense honneur de t'avoir reçu ici. Du respect sur cet homme, un des athlètes les plus complets au monde, je pense, tout simplement. Une crème en plus, petite trop gentil. TFT, bam. Non, en plus, il fait du TFT. Demon Slayer, c'est un mec qui a du goût, ça. Et puis une poignée de main, Zach. En plus, il a fait une belle poignée de main. En plus, ça, que je l'ai noté. Je voulais rien dire parce que je me suis dit, on va pas insister dessus, mais tu vois, une poignée de main comme ça, bien franche, ça fait. Il y a quelque chose, tu vois. Mais moi, je trouve intéressant son discours parce que c'est vrai que quand t'es fan de sport, tu suis de l'extérieur et c'est vrai que nous en France, on a un peu ce truc de. Soit t'es champion et on va te dire bien joué, soit entre guillemets t'as loupé et du coup on va un peu t'incendier quoi. Et en plus, c'est un mec qui écoute beaucoup son corps. Du coup, tu sais, quand il sent qu'il va mal, il le dit aux gens et il veut pas aller. Des fois, il déclare forfait en mode je veux pas. Et t'as beaucoup de gens qui sont en mode ah mais ça y est, il abuse, etc. Machin. Et souvent, les gars, il est recordman du monde. C'est important. Ouais, c'est ce qu'il vaut. Mais je pense pour mieux comprendre, parce que c'est vrai que si tu suis juste de temps en temps, les différents meetings, les championnats, etc. d'athlètes, tu te rends pas compte de toute la préparation. Et c'est vrai qu'il fait des vidéos, il a fait des gros documentaires. Pardon, j'ai plus le nom. Sacrifice corps. À corps perdu. À corps perdu, exactement. Ouais, c'était un excellent documentaire qui était sorti sur lui. Je crois que c'était Canal+ qui l'avait fait. Mais il met sur sa chaîne YouTube et du coup, pareil, les JO de Tokyo, il débriefe un peu comment il se sent, ses performances au fur et à mesure et tout. Ça permet de vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête d'un champion à ce point. Allez voir le docu, trop bien. Et comment justement il peut surmonter. Même ça connecte directement avec lui sans barrière entre le public et lui, donc c'est bien. C'est trop bien je trouve quand t'es fan de sport.